C'est pas avant j'étais nulle, maintenant je suis géniale. C'est avant j'ai été obligée d'utiliser des armes et puis aujourd'hui j'ai plus besoin de ces armes, mais heureusement que je les ai eues, ça fait qu'aujourd'hui je suis toujours en vie, quoi. Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir rendez-vous avec Hélène Vecchiali, ancienne psychanalyste formée en coaching, management, PNL, gestion mentale, créativité et stratégie, coach de hauts dirigeants, consultante en ressources humaines, femme, passionnée de littérature, de psychologie, animatrice de team building et de séminaires de créativité, mais également surdouée. Bonjour Hélène et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Mathieu et merci pour l'invitation. Avec plaisir. J'ai cité beaucoup de casquettes et d'étiquettes te concernant, mais le tout étant plus que la somme des parties, ça met directement en avant le fait que tu n'es pas résumable à l'une d'entre elles et qu'on pourrait en donner beaucoup d'autres sans pour autant parvenir à te cerner totalement, ce qui, tu en conviendras, est une très bonne nouvelle. J'aimerais aussi présenter Gaëtan qui sera en régie durant toute l'émission et qui viendra à la fin pour nous partager son point de vue subjectif. Alors, nous allons commencer, si tu veux bien, par explorer ensemble ce que j'ai baptisé les 3 étapes. Je vais résumer brièvement ces étapes et nous développerons ce qu'elles peuvent bien représenter ou non dans ton parcours de vie. Je précise que ce n'est pas scientifique, c'est des étapes que j'ai mis en place de façon tout à fait personnelle et subjective, mais j'ai l'impression qu'elles peuvent rentrer en résonance avec pas mal de personnes. Donc la première étape pour moi, c'est celle du décalage. On se demande tout simplement ce qu'on fout là, et on a vraiment peu de points communs avec les gens qu'on croise, et on se sent seul avec son ressenti, on se sent peut-être fou aussi à l'endroit où les autres n'ont pas l'air de vivre la même chose que nous, et pour résumer tout ça, généralement, on finit par dire qu'on est un peu extraterrestre. L'étape numéro 2, c'est celle où une étiquette vient se coller sur le front, ou plusieurs même des fois, pour expliquer ce décalage de façon plus ou moins rationnelle et plus ou moins scientifique. Mais à ce moment-là, on sait qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas fou, mais qu'on est bien un peu extraterrestre à l'endroit où on appartient à des communautés. Et la troisième étape, qui est celle qui m'intéresse le plus, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça au final? Et la question que je pose régulièrement, c'est est-ce que ce serait pas le moment, à cet instant où on a pris possession de l'étiquette, de la dépasser et de réhumaniser enfin son extraterrestre, d'aller vers l'humanité? Voilà. Et ma première question pour toi, Hélène, qui est rituelle, sera la suivante. Est-ce que tu as déjà utilisé le terme d'extraterrestre pour t'auto-qualifier? Jamais. Ok. J'ai jamais utilisé ce terme. En revanche, je me suis souvent sentie décalée, mais pas tant par l'étiquette au potentiel intellectuel, mais parce que j'ai eu une enfance compliquée, ce qui m'a amenée à l'âge adulte, après un grand choc, à commencer une psychanalyse. Et c'est au cours de ce travail psychanalytique que j'ai compris, tenté de comprendre ce que je vivais, qui j'étais, etc. Et ce n'est que tardivement que j'ai su que j'étais au potentiel intellectuel. Donc, en gros, je me sentais 2 fois décalée. Décalée parce que quand on fait un long travail psy, puis qu'après on est psychanalyste, ça décale déjà. Mais quand en plus on est au potentiel intellectuel, ça rajoute à ce sentiment de décalage. Ok. Est-ce que du coup, ce que j'ai appelé l'étape 1 correspond à quelque chose pour toi? Parce que là, tu évoques le décalage à plusieurs reprises. C'est l'étape qui est propre au décalage, sans la compréhension de ce décalage, sans les mots pour l'expliquer. Est-ce que ça correspond à toi une période de ta vie? Et si oui, justement, combien de temps elle a duré cette période pour toi? Bien, ce décalage, ça a duré très très longtemps, jusqu'à ce que sans doute jusqu'à ce que mes enfants soient adolescents et entrent dans la vie d'adulte. J'ai 2 enfants, un garçon, une fille. Et je pense que ce décalage est arrivé peut-être jusqu'à cette étape-là. C'est-à-dire que le travail psychanalytique et le fait d'être psychanalyse, comme je le disais, ça décale. Mais d'un autre côté, lorsqu'on se sent plus en paix avec soi, plus en confiance avec soi, eh bien, ça réhumanise, comme tu dirais.
C'est-à-dire que les liens avec les autres sont un peu plus fluides et viennent gommer le sentiment de décalage, même s'il existe toujours. Ok. Ça fait 2 fois que tu évoques le fait que suivre une psychanalyse et être psychanalyste, ça décale. Est-ce que tu pourrais m'en Oui. dire plus là-dessus? Eh bien, à partir du moment où on est obligé, pour ma part, obligé de faire un travail, parce que c'est une histoire de survie, hein, quand tout d'un coup on va vraiment mal, eh bien, c'est une espèce, je vais dire, je vais utiliser des gros mots, c'est un peu comme entrer en religion. Entrer en psychanalyse, c'est vraiment faire un travail d'introspection qui, pendant le gros du travail d'introspection, fait qu'on on est un peu seul, on est un peu centré sur son nombril, enfin plus exactement sur son inconscient, et on est en rumination constante pour comprendre. On est dans des douleurs aussi fréquentes parce qu'on remue des choses qui sont douloureuses. On va chercher, on va creuser là où il y a des difficultés. On met à jour tout un tas de refoulements, donc qui par définition voulaient pas apparaître. Bref, ça fait que lorsqu'on est en contact avec d'autres personnes qui n'ont pas du tout cette logique-là, qui sont pas du tout dans une logique d'introspection, eh bien, c'est un peu comme si on était religieux orthodoxe et qu'on rencontre quelqu'un athée. On se sent pas sur la même longueur d'onde, pas forcément avec les mêmes valeurs, pas la même philosophie de vie. Donc pendant un temps, ça met vraiment à distance. Par ailleurs, lorsqu'on a une étiquette de psychanalyste, c'est très difficile dans la vie sociale d'avoir cette étiquette et de faire son coming out de psychanalyste parce que dans les dîners en ville, forcément, tout le monde vous saute dessus. Il faut défendre Freud, il faut défendre Lacan, il faut défendre la voisine qui a divorcé à cause de sa psychanalyse. Il faut défendre le fils du voisin qui s'est suicidé à cause de sa psychanalyse. Enfin, on se retrouve vraiment, voilà, ou alors complètement encensé avec oh, mais tu dois tout savoir sur tout le monde, c'est extraordinaire, mais oh là là, mais tu es vraiment une femme exceptionnelle. Enfin, et donc on n'est pas à la bonne place parce que soit accusé, soit génie, et ce qui est ni l'un ni l'autre. Donc, en tant que psychanalysée et en tant que psychanalysante, ça met vraiment de la distance jusqu'à ce que on trouve les moyens pour renouer avec les humains et faire en sorte que la vie soit un peu plus agréable. C'est d'ailleurs ce qui a fait que j'ai arrêté d'être psychanalyste. Je devais déménager, j'étais dans le sud de la France et je devais venir à Paris et j'ai fait le choix de ne pas rouvrir de cabinet de psychanalyste en venant à Paris pour revivre une vie sans étiquette, quoi. Ok. C'est pour ça Ouais, que j'ai fait toutes ces formations, hein, pour être coach, puis tout un tas de formations parce que ça me plaisait, mais aussi parce que en tant que coach, j'avais plus du tout le même statut de vache sacrée et je pouvais avoir une vie normale, quoi, un relationnel normal. ok. Donc c'est un choix qui est lié à la violence que ce statut occasionnait dans les Oui, réactions autour de toi, qui fait oui, que tu n'es plus psychanalyste aujourd'hui. oui, tout à Si fait. jamais, si jamais il n'y avait pas eu cet aspect-là, est-ce que tu le serais encore? Ah, sûrement, Ok. sûrement parce que ça me passionne et c'est pour ça d'ailleurs que j'écris des livres psy. Comme ça, je garde le contact, mais j'avance masquée puisque Hmm. je suis plus directement psychanalyste. Ok. Mais on l'est toute Intéressant, sa vie, hein. intéressant. Je Ouais, crois ouais, qu'on est j'imagine bien. psychanalyste toute sa vie et c'est vraiment, moi, ça reste ma philosophie de vie et ça reste mon fonds de commerce personnel, quoi. C'est vraiment Hmm. passionnant pour moi et puis bien sûr, j'en mets un tout petit peu dans mon travail de coach et beaucoup dans mes livres.
Oui, bah justement, on va venir à ton dernier livre que j'ai eu la chance de recevoir. Je vais même le montrer à la caméra. J'ai dit que je le ferais tout à l'heure. J'ai l'impression vraiment d'être. Donc, on s'est mis d'accord sur la grande librairie. Moi, j'étais au départ sur le grand journal, mais c'était beaucoup moins classe. Donc, du coup, je peux montrer ce livre sur lequel on va revenir tout à l'heure parce que j'ai plein de questions qui concernent ce livre que j'ai vraiment apprécié, tant dans sa forme originale que dans le fond justement qu'on retrouve un petit peu dans ce que tu viens de me dire, c'est-à-dire que finalement, dans euh, les deux personnages que tu as choisi de mettre en place, il y en a un qui est encensé et un autre qui n'est pas reconnu. Et c'est ce que tu as évoqué te concernant quand tu assumais et que tu étais en pratique de ce métier de psychanalyste. Oui, tout à fait. Hmm. Donc on retrouve ces deux aspects-là que toi tu as vécu personnellement et j'imagine que tu as croisé plein de gens aussi avec ce Oui, genre oui, de parcours. tout à On y fait, reviendra oui. tout à l'heure alors. Super. Du coup, bah, je me demandais, tu as l'air de faire le distinguo en fait entre le, le côté difficile de ton enfance, ton expérience personnelle, et le fait d'avoir un haut potentiel qui s'est révélé assez tard. Est-ce que c'est deux aspects très très différents pour toi? Est-ce que c'est difficile de faire le distinguo entre les deux justement, dans ton expérience du monde et dans ton expérience des autres notamment? Alors, ce que je crois, c'est que je ne savais pas à l'époque, que j'étais au potentiel intellectuel, mais et c'est sans doute à l'origine de mon livre, mais j'ai la conviction que cette haute potentialité m'a sauvé la vie. C'est-à-dire que, le fait d'avoir, cette capacité de créativité, cette capacité de me replier sur moi intellectuellement, d'avoir un refuge interne, ça a permis la continuité de moi en tant que sujet, et ça m'a permis d'avoir un lieu de refuge, une espèce d'antidépresseur, d'auto-réparation, enfin de lieu où je pouvais m'échapper dans cette enfance difficile. Alors, bien évidemment, ça m'a permis, cette résilience interne, m'a permis sans doute aussi d'avoir le réflexe au moment où vraiment il y a eu un gros choc, hein, le décès de mon mari par accident. Ça m'a permis d'avoir le réflexe d'aller voir un psy et d'augmenter ma capacité de résilience en justement pouvant travailler avec quelqu'un sur cette enfance, ce choc et voilà et avancer. Et lorsque j'ai découvert ma haute potentialité, c'était assez amusant parce que j'avais terminé mon travail analytique, mais il y avait des zones que je n'avais pas réussi à expliquer. Par exemple, j'avais pas réussi à expliquer l'ennui, ma haute capacité d'ennui. J'avais pas réussi à comprendre pourquoi j'avais une telle intuition. J'avais pas réussi à comprendre non plus pourquoi j'étais sans arrêt en train de penser. Pourquoi j'avais toujours un petit vélo dans la tête ou un petit hamster qui tournait dans la tête. Donc, j'avais pas non plus trop compris pourquoi j'étais aussi créative, pourquoi j'avais une pensée aussi disruptive. C'est-à-dire que il n'était pas question pour moi de suivre le flot des moutons, et dès qu'il y avait quelque chose qui était asséné avec un gros consensus, j'essayais toujours de voir si c'était justifié ou non. Donc des choses pas très graves en somme, mais qui faisaient partie de ma personnalité et qui étaient dans une espèce de zone aveugle du travail psychanalytique. Et en ayant découvert le côté HPI, là tout d'un coup, j'ai pu avoir les derniers morceaux de puzzle qui manquaient à la compréhension de ce que j'étais et de ce que je suis. Ok. Ouais, merci pour ce témoignage. C'est fort déjà d'entrée de jeu. Donc, bah, je suis content de partager ce moment avec toi vraiment. Et, Merci. euh, et je me dis, est-ce que ce que j'ai appelé l'étape 2 du coup, c'est la rencontre avec ce haut potentiel, ou est-ce que c'est le fait d'être mère, ou est-ce que c'est l'accident que tu as cité plus tôt? Qu'est-ce qui, d'après toi, fait ce déclencheur qui fait que c'est la fin de l'étape du pur décalage, en fait, où tu renoues un tout petit peu avec toi et où surtout le collectif fait un pas vers toi et te donne l'impression que ça y est, tu appartiens à un endroit plus précis que toute seule, coupée du monde.
Je pense que c'est la fin de mon travail analytique et mes réflexions concernant les HPI. C'est plus égocentré comme réflexion que c'est pas parce que j'ai fini mon travail analytique et compris que j'étais HPI que ça m'a amené à aller vers les autres. Ça m'a amené à me sentir en paix, à me sentir en tranquillité avec moi, à me sentir apaisée, à me sentir en confiance avec moi. Et c'est seulement à partir de là que je, je me suis plus sentie décalée, ou du moins quand il y avait des moments de décalage, je comprenais d'où ça venait et je savais mieux les gérer. Alors je ne sais pas si je réponds bien à ta question et si ce que je dis est bien clair dans ma réponse, mais je me suis pas dit ah tiens je suis au potentiel intellectuel chic, je vais trouver une communauté. Non, je me suis dit ah ben tiens, qu'est-ce que ça m'apporte pour m'éclairer moi intérieurement. Et c'est seulement après ce travail-là que j'ai regardé un peu la communauté autour de moi et, euh, et voilà. Ah, ok. Euh, mais ouais, mais je comprends bien ce que tu dis. En fait, c'est comme si l'étape 2 et 3 pour toi étaient un peu mélangées Oui, dans ce que voilà. moi j'ai posé. Voilà. Mais de toute façon, ce Oui, que j'ai posé, c'est pas pour que ce soit vrai en toutes circonstances, c'est pour voir à quel point oui, ça oui. résonne ou pas avec ce que les gens ont vécu. Moi, je l'ai vécu de cette façon-là et j'aime bien Mm. voir les disparités, les similitudes. Et voilà, là, je vois qu'il y a les deux qui se font en même temps. Et ce qui est tout à fait possible dans plein de parcours de personnes. Et justement, c'est Oui. ça qui est intéressant. Et par ailleurs, j'ai quand même eu par rapport à cette histoire de communauté, j'ai quand même eu au début un grand choc. C'est-à-dire que j'ai eu cet élan en me disant waouh, je vais rejoindre un troupeau de zèbres, c'est génial. Waouh, j'ai trouvé des petits copains et des petites copines pour rigoler, ça va être chouette. Et en fait, j'ai un peu déchanté parce que euh, les hauts potentiels intellectuels qui n'ont pas mené une réflexion sur eux étaient décalés par rapport à moi. Je me sentais décalée par rapport à eux. Alors je dis pas que tout le monde est obligé de faire un travail sur soi, hein, que les choses soient claires. Je suis ravie qu'il y ait tout un tas de gens qui n'en aient pas besoin. Mais en attendant, s'il n'y a pas un minimum de conscience de soi ou de bonne foi, c'est-à-dire de gens qui sont capables de dire ah ben tiens là je me suis trompée, là c'est moi qui suis en cause, là. Enfin, s'il n'y a pas ce minimum-là, eh bien, j'ai du mal avec les gens. Mais je pense que ça vient aussi de tout ce parcours psychanalytique. Donc, finalement, je me retrouve bien dans une communauté si ce sont des hauts potentiels intellectuels qui ont fait un travail sur eux. Alors, cette expression, je ne l'aime pas du tout. J'en cherche une autre. Hein. Je suis preneuse d'idées. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont au potentiel intellectuel et qui n'ont pas fait un travail sur eux ne sont pas des gens bien, hein, que les choses soient claires. Mais moi, je me sens mieux avec des gens qui ont les deux. Enfin, donc, en gros, qui sont un peu dans ma philosophie de vie et conformes à mes propres valeurs. Je comprends tout à fait et j'ai pu ressentir ce décalage justement entre les personnes. C'est pour ça que j'ai fait un distinguo entre l'étape 2 et l'étape 3 me Oui, concernant. Parce qu'en fait, cette étape 2, elle peut être l'occasion tout simplement de rester coincé là-dedans, de rester en vase clos, de se confirmer l'appartenance et puis c'est tout. Et donc d'être dans un système assez dogmatique en fait dans les endroits où il y a des réunions de zèbres qui justement n'ont pour l'instant, n'ont comme bonheur que de confirmer des choses qu'ils connaissent d'eux et non pas d'en découvrir de nouvelles. Il y a un truc un peu comme ça. oui, oui. Et je dois dire que je te rejoins là-dessus. Et en plus, tu dis, je suis preneuse d'une autre façon de le dire. Alors, avec mes mots, moi, je dirais, c'est les hauts potentiels qui sont copains avec eux-mêmes, qui, voilà, ils sont devenus leurs meilleurs amis. Là, on va s'entendre vraiment. Sinon, c'est pas grave. Je veux dire, on peut s'entendre d'une autre façon, qui sera moins intime, moins profonde, moins vivante pour moi. Oui, Si je tout à sens que la fait. personne, elle est pas encore copine ou meilleure amie avec elle-même, il y a quelque chose qui va. Ben, il y a des zones où on peut pas aller en fait.
je trouve. Voilà, voilà, Hmm. exactement ça, exactement. Ok. Bon bah chouette. Alors on se comprend. Tu vois, on fait un club de zèbres qui se comprennent quand même finalement. Oui, tout à fait. Du coup, j'en viens à ton livre. Donc ce livre qui s'appelle Un zèbre sur le divan, je le remontre, je suis trop content, tu vois. Euh, Un zèbre sur le divan et qui est aux éditions. Il faut toujours dire les éditions quand on est voilà, Albin c'est Michel. les Albin Michel. Donc Alors j'ai une je très vous bonne nouvelle sur ce livre, hein. ouais, Il je vient t'en prie. d'être sélectionné pour le prix des savoirs et il est toujours en lice après la deuxième sélection. Donc il y avait une première sélection de 12 livres et puis ils en ont enlevé 6 et je suis toujours dans la dernière sélection. Donc je suis très émue de ça, très fière et très émue. Bah Le 7, félicitations, ouais. la décision sera le 7 décembre. Ok, très bien. Bah, cette vidéo sortira sans doute un tout petit peu après, mais on se réjouit en tout cas de ce qui soit déjà dans Ouais. cette course vers le podium. Du coup, ce livre, bah, il a une structure originale, donc il est mi-roman, mi-essai, et on suit le parcours de vie de deux personnages. Tout d'abord, Henri, 52 ans, surdoué, et par l'intermédiaire d'Henri, on découvre également le parcours de Sylvie, sa compagne actuelle. Et puis, il y a régulièrement ton éclairage de professionnel à la suite du récit de vie de ces deux personnages. Est-ce qu'à travers ces deux personnages, en fait, tu as voulu mettre en place deux archétypes les plus larges possibles, un homme, une femme, un surdoué qui s'ignore, une surdouée détectée très tôt, un surdoué bridé par son entourage, une surdouée portée au nu, un faux self de degré 1, un faux self de degré 3, etc. Oui, j'avais envie d'abord de faire une structure originale. J'avais pas du tout envie de faire le guide du parfait surdoué. Qu'est-ce que c'est qu'un surdoué? Quelles sont les difficultés? Comment il fait pour s'en sortir? J'avais vraiment envie de raconter une histoire et d'analyser pas à pas ces différents récits et de multiplier les approches. Et puis j'avais aussi envie donc en dehors de faire une structure originale, ce que je voulais, c'était montrer que lorsque une personne est malheureuse, eh bien, c'est souvent à cause de son enfance et que j'entendais beaucoup dire que les zèbres, les hauts potentiels ou les surdoués, appelons-les comme on veut, étaient des gens forcément malheureux. Et moi, je voulais expliquer que très souvent, la haute potentialité intellectuelle était l'arbre qui cachait la forêt d'une enfance malheureuse. Et donc, si on analyse mal ce qui se passe, eh bien, on ne trouvera pas les bonnes solutions. Donc, je voulais montrer mais sans faire de généralité. C'est pour ça que mon sous-titre, c'est certains surdoués malheureux, hein, donc en expliquant que certains surdoués malheureux pouvaient avoir une enfance difficile. Et donc les deux, Henri et Sylvie, ont une enfance difficile et j'avance pas à pas sur cette enfance difficile et en même temps aussi tout ce qui les différencie en tant que haut potentiel. Mm. Et on ressent tout le plaisir que tu as pu avoir à former cette structure et la difficulté que ça a dû être aussi que cette fluidité quand même à la lecture subsiste parce que c'est très fluide à la lecture et on se retrouve non pas étouffé par des données techniques, mais il y a des apports en fait théoriques qui sont apportés au fur et à mesure, on se rend même pas compte. Enfin ça picore, je sais pas, il y a un truc très joyeux. Ah ben Euh, pen- merci, oui, oui. C'est ce que j'ai voulu faire, donc merci Mm. si tu l'as ressenti, oui. Ouais, on se laisse porter par l'histoire et puis de temps en temps, il y a une mise au point qui éclaire ça. Et puis les petits points théoriques que tu fais, en fait, c'est plutôt, j'ai l'impression, en tout cas, moi c'est comme ça que je le prends, une porte pour que les gens, s'ils ont envie de creuser cette notion, ils puissent y aller avec le mot adapté. Et donc on passe assez rapidement sur les choses, mais c'est des notions qui sont pas, enfin moi en tout cas, pour avoir déjà un petit peu exploré. Bah voilà, la douance là, c'est quelque chose qui, au bout d'un moment, je commence à avoir lu pas mal de bouquins sur ce sujet-là. Je trouve qu'il y a beaucoup d'apports théoriques que tu mets dans ton livre qui sont pas forcément ceux auxquels on s'attendrait. Évidemment que on va rencontrer les notions de faux self, qu'on va rencontrer la notion de mentalisation, de surmentalisation, etc. Mais il y a aussi d'autres choses. Tout à l'heure, je disais le faux self de degré 1 et de degré 3. Déjà, d'habitude, on parle de faux self et puis on passe à autre chose. Là, il y a déjà une ébauche du fait que ça peut être quelque chose de très subtil en fait finalement, en très peu de Oui, mots. Donc bravo. oui.
Très chouette. Merci, merci beaucoup. Et je me demandais, est-ce que la vie de ces deux personnages, est-ce que c'est une sorte de tresse entre invention, autobiographie et les nombreux témoignages des patients que tu as reçus en séance lors de ton activité de psychanalyste? Eh bien, c'est surtout moi. C'est surtout Henri et Sylvie, c'est surtout moi, à 80%, et puis 20% d'amis, d'enfants d'amis, de patients, voilà, de mélange. Mais c'est surtout moi, oui, oui, voilà, c'est un Ok, mélange des deux. Je me ok, suis schizophrénée très... en me dédoublant. Très bien, bah oui, mais c'est une bonne idée parce que justement ça permet de rentrer dans un aspect que j'aime particulièrement. Je pense pas avoir aujourd'hui de questions qui aient attrait à ce domaine de la multiplicité, mais j'aime beaucoup en parler avec mes invités. Donc c'est juste l'occasion de citer ce truc-là. Voilà, la multiplicité, elle est présente à l'intérieur de ce récit. Oui, en fait, je suis pas du tout multiple intérieurement, hein, je me perçois absolument pas comme ça, je me perçois très unifiée, mais je voulais parler, que le personnage principal soit masculin, afin de m'obliger à être décalée et pas raconter mon histoire, en étant embarquée si j'avais pris un personnage féminin, sans doute. Et puis, de temps en temps, raconter certaines choses qui me sont également arrivées, mais en les faisant narrer par Henri concernant sa future compagne Sylvie. Donc voilà, j'ai navigué au milieu de tout ça du mieux que j'ai pu. Ok. Et ben justement dans ce livre, à plusieurs moments, Henri évoque Monsieur Mingotto, un professeur de latin. Et du coup, je me demandais, est-ce que Monsieur Mingotto fait référence à une personne précise pour toi? Oui, Monsieur Mingotto. Ah, j'en Euh, étais sûr. Monsieur Mingotto, qui était un professeur de latin, qui malheureusement est décédé très tôt, qui était caractériel, parce qu'il piquait des colères monumentales en classe, et il a fait une crise cardiaque en classe. Heureusement, pas dans ma classe, dans la classe à côté. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup compté parce que d'abord, j'étais certainement la seule de sa classe à pas avoir peur quand il piquait des colères. Ça me faisait vraiment rien parce que j'avais un père assez colérique, donc franchement, ça m'affolait pas plus que ça. Et par ailleurs, qui a dû repérer quelque chose en moi, et ça m'a vraiment profondément touchée. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup pensé à lui quand j'ai passé mon bac, parce que j'ai eu 16 en latin, et en particulier 16 en latin parce qu'il y avait un poème latin à traduire et qu'il fallait scander avant de traduire. Et donc, comme il m'avait obligée à faire les scansions, de fait, j'ai pu faire des scansions et avoir une très bonne note en latin. Ok. Toujours à l'intérieur de ce livre, tu parles de la nostalgie comme d'un potentiel embaumement psychique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette notion? Je trouve ça très intéressant et que ça peut parler à des gens qui nous regardent d'une certaine façon. Oui, j'en parle au sujet d'Henri, qui a une mère qui a fait une dépression nerveuse lorsqu'il avait 4 ans. Mais pendant les 4 ans qui ont précédé, il était dans une relation fusionnelle avec elle. Et donc, lorsque sa mère fait une dépression nerveuse, parce que son propre père est décédé et qu'elle avait certainement des choses lourdes à régler dans son enfance qu'elle n'avait pas fait, donc elle fait une dépression nerveuse très importante. Et le petit Henri se retrouve seul, hein, comme il était fils unique, seul avec sa douleur, son père ne pouvant l'aider parce que lui-même dépassé par ce qui arrivait à sa femme. Et donc cet enfant a la nostalgie de ses 4 premières années de vie où il était dans un cocon avec sa maman, dans une fusion, dans une danse affective, une tendresse, une douceur. Et du jour au lendemain, il l'a perdue. Et par conséquent, il est entré en nostalgie. C'est-à-dire que tout d'un coup, cette période-là, elle s'est retrouvée embaumée, elle s'est retrouvée survalorisée, et avec le grand rêve de la retrouver, bien sûr. Hmm. Ouais, ouais, c'est des processus qui peuvent se passer dans plein de situations, notamment les ruptures aussi amoureuses. On peut avoir ce genre de choses qui se passent.
Quand c'est pas nous qui avons Oui, décidé de partir, notamment. oui, tout à fait, hein. Et puis, surtout, ce qui est dangereux, c'est de, au fur et à mesure de l'embaumement, de survaloriser ces périodes-là pour justifier encore plus l'embaumement et la nostalgie. Et on entre dans un cercle vicieux qu'il faut impérativement casser à un moment ou un autre pour vivre. Ouais, ça me fait penser au processus presque inverse, où j'ai remarqué que j'essaye de faire attention à ça. Comme j'ai pu l'expliquer à travers les 3 étapes, il y a cette troisième étape qui est une sorte de libération. Il y a aussi une tentation de s'appuyer sur la médiocrité et la faiblesse, les défauts, tout un tas de mauvais traits en fait que pourrait avoir celui qu'on était au départ pour scander justement sa beauté actuelle. Et je trouve que c'est aussi un danger en fait qui est inverse à celui que tu soulignais juste avant, je trouve. Oui, c'est vrai, hein, c'est vrai que finalement, je pense qu'il faut qu'on ait énormément de tendresse pour tous les défauts. D'ailleurs, moi, je pense que personne n'a de défauts, hein, à part les grands pervers et les tueurs en série. Voilà, mais autrement, on n'a pas de défauts, on a des mécanismes de défense. Donc, ce sont pas des défauts. Personne n'a envie d'être méchant, radin, mélancolique, nostalgique, etc. Tout le monde a envie d'être beau, heureux, intelligent et riche. Et quand on l'est pas, bah, c'est qu'il y a un truc qui est vraiment difficile. Donc, on n'a pas de défaut, on a des systèmes de défense. Mais lorsqu'on arrive à plus de paix, plus de confiance en soi, plus de stabilité, plus de douceur et de tendresse, c'est important d'ailleurs, c'est le signe qu'on est bien arrivé quand on a de la tendresse envers tout ce qu'on a vécu de difficile et toutes les erreurs qu'on a pu faire. Donc c'est pas avant j'étais nulle, maintenant je suis géniale. C'est avant j'ai été obligée d'utiliser des armes et puis aujourd'hui j'ai plus besoin de ces armes, mais heureusement que je les ai eues. Ça fait qu'aujourd'hui je suis toujours en vie, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Bah justement, profitons de ce moment pour envoyer, je sais pas, de façon symbolique, un maximum de tendresse en fait à ceux qu'on a été et qui n'étaient pas forcément aussi épanouis et aussi déployés que on peut l'être aujourd'hui. Et puis, Mm. bah c'est pas fini. On va découvrir encore des nouvelles branches qui vont pousser Voilà, et ça va être merveilleux. tout à fait. Il y a, il y a aussi le surinvestissement intellectuel qu'on évoquait tout à l'heure, comme un antidépresseur. Et ça aussi, c'est intéressant, même si je l'avais déjà entendu, j'ai trouvé que c'était fait avec beaucoup de douceur, justement. On était avec ce mot-là juste avant. Voilà, donc un éclairage qui peut intéresser beaucoup des personnes qui vont regarder cette vidéo. Et je veux bien que tu nous en parles un peu avec tes mots, le surinvestissement intellectuel comme antidépresseur, du coup. Oui, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, c'est cette bulle de cette espèce de petite cabane de refuge qu'on a en nous et qui nous permet, quand ça va pas, d'aller dans ce monde-là, dans cet endroit où on va pouvoir créer, imaginer. Freud dirait peut-être de la sublimation, c'est-à-dire d'aller dans un endroit où vraiment on va pouvoir s'auto-réparer. D'ailleurs, c'est ce qu'ont fait Camus et Pascal, par exemple. Camus qui a perdu son père tôt et sa mère qui était illettrée, sourde et donc complètement inaccessible pour lui. Eh bien, il s'est réfugié dans son intellect et on voit ce qu'il est devenu. Quant à Pascal, eh bien, c'est pareil, hein, il a perdu, lui, sa mère quand il avait 3 ans et il a pu démontrer un théorème d'Euclide à 11 ans et il s'est réfugié dans ce repli-là. Il dit d'ailleurs, j'avais mes brumes et mes soleils à l'intérieur de moi, c'est-à-dire qu'il se faisait sa pluie et son beau temps tout seul parce que ça lui a permis de survivre. Hmm. Oui, ça fait un microcosme qu'on peut maîtriser plus ou moins quand même, plus que si on élargit l'image. Voilà, on sait Euh, où aller, on sait où se réfugier quand il y a des petits ou grands bouleversements. Eh bien, voilà, on va se réfugier et là, c'est chez nous, on maîtrise ça et puis on va pouvoir créer, imaginer, inventer et jouer avec son intelligence et voilà, avoir une occupation qui nous permet d'oublier certaines noirceurs.
Mmh. D'ailleurs, c'est aussi un peu plus visible dans ce qu'on connaît actuellement aussi de l'autisme avec les intérêts spécifiques. Ça s'en rapproche presque d'une certaine façon, mais les intérêts spécifiques ont justement, chez les autistes, cette particularité d'être, infiniment précis. Alors que je pense que relié au potentiel, il y a plus de largeur, j'ai l'impression, dans «l'obsession» entre guillemets. Oui, Il y a puis ça quelque peut chose, être multi-passion. Voilà, mmh. ça peut être, plus tu as raison, plus étendu, plus vaste, oui. J'ai C'est un ami qui a témoigné sur cette chaîne et qui est autiste Asperger et qui m'avait dit, moi je suis passionné des dents de la mer. Donc je m'intéresse aux requins, mais c'est les dents de la mer qui m'intéressent. Et je m'intéresse au cinéma, mais c'est parce que c'est les dents de la mer. Si je m'intéresse à Spielberg, c'est parce que... Et donc du coup, c'est vraiment ça l'axe principal. ouais, Et voilà. c'est des dérivés. Le cinéma est un dérivé des dents de la mer. C'en est Oui, presque à ce point-là, quoi. Ce oui, qui est voilà. assez conceptuel, en fait, finalement, pour moi. Oui, 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 finalement, oui, c'est pas mal. Mais enfin, c'est vrai que c'est, monolithique Mm. et si ça aide, c'est parfait. Ouais, tout à fait. Je vais faire pas mal de petites citations parce que justement, je trouve qu'il y a des phrases qui sont assez fortes dans le livre. Donc, je cite cette phrase. Je pensais inonder ma chambre, tant des centaines d'années de douleur ont jailli. Donc, je me demandais, par rapport à cette citation, être surdoué, c'est bien souvent être également hypersensible, mais c'est également la possibilité de se protéger des émotions en utilisant son intellect, comme on l'a dit juste avant. Est-ce que, d'après toi, être surdoué, c'est forcément avoir des océans de larmes en stock? Non, je pense que la surdouance est un cadeau. Mais par moments, ça peut être un cadeau paradoxal. Donc un cadeau en cas d'enfance difficile, comme je le disais tout à l'heure, hein, puisque on porte en nous notre propre tuteur de résilience, sauf si ça a été trop lourd et trop grave, auquel cas il faut avoir un autre tuteur en chair et en os à côté, et ce que j'ai baptisé un zébrologue pour nous aider. Mais je pense que c'est un cadeau, donc paradoxal parce que c'est souvent lié à l'hypersensibilité et que l'hypersensibilité fait que, bah, effectivement, on peut être effondré parce qu'on voit un petit oiseau mort dans la rue ou parce qu'on entend un enfant pleurer ou parce qu'on voit un film qui est triste. Donc, il y a cette hypersensibilité qui peut nous amener loin si on n'a pas justement la capacité de trier et de freiner un peu le chagrin qui peut nous envahir. Hmm. Je m'explique peut-être un petit peu plus par rapport à la dernière question que je t'ai posée. En fait, donc je pratique la maïeusthésie. Je sais pas si ça t'est Non, familier ou pas. non, pas Et du tout. dans cette façon d'accompagner les gens, il arrive qu'on soit dans des endroits où la personne est connectée à, par exemple, toute la douleur des femmes à travers l'histoire, mettons. Et là, pour moi, il y a un océan de larmes qui est historique et auquel une hypersensibilité peut connecter beaucoup plus facilement, puisque sinon on va être dans des émotions qui sont personnelles, certes, qui symboliquement résonnent avec des problématiques ou des thématiques particulières, mais il me semble que l'hypersensibilité peut faire peut-être connecter plus franchement dans l'océan historique de la douleur des femmes, la douleur des personnes opprimées, des esclaves, etc. Tout un tas de choses qui historiquement sont tellement fortes que c'est comme si au lieu d'être connecté de façon anecdotique à ça, on est directement dans le réservoir en fait, un truc comme ça. Oui, et la question que je te poserai de fait, c'est quel intérêt d'absorber toute la douleur du monde? Hmm. Bah, aller se rencontrer dans justement euh, cette réalité un petit peu parallèle, puisqu'on Oui, héberge quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. Et donc le fait de le conscientiser, c'est pas pour dire il faut se brancher dans ces souffrances et c'est toute cette douleur du monde, mais le fait d'être avec soi à l'endroit où en fait on est connecté à plus grand que soi et, et, et voir à quel point c'est une situation en fait humaine de paratonnerre finalement et se rencontrer dans cette position-là, je pense que ça apporte de la conscience sur la dose de tristesse ou de douleur qu'on peut ressentir à l'intérieur de d'accord. soi. Ah, D'accord, ok. voilà. Ok. Histoire justement peut-être d'y être moins connecté sans savoir pourquoi et en disant mais comment ça se fait que je suis toujours comme ça. Voilà.
Tu le fais bien, Euh, là, toujours comme ça. oui, ouais, mais je connais un petit peu. À l'intérieur de moi, c'est un peu, ça a été très vivant ces choses-là. Bien sûr, Euh, oui. Tu évoques également 3 types de traumatismes élaborés par Lénore Terre. J'espère que je prononce bien. Est-ce que tu peux nous parler de ces 3 types de traumatismes parce que j'ai trouvé ça aussi très intéressant. Eh bien, pour tout te dire, j'y ai travaillé à l'époque, mais là, comme mon livre remonte à 1 an et demi maintenant Hmm, d'écriture, le temps que ça soit. Donc, je pourrais pas te le détailler là. ok. J'aurais besoin que tu me rafraîchisses la mémoire parce que j'ai plus en tête. Voilà, Ok. je pense qu'il y a des traumatismes qui sont ponctuels, des Hmm. traumatismes qui sont récurrents, des traumatismes qui peuvent être d'une très grande violence, mais j'ai plus la théorie très claire en tête, donc je dirais pas des choses très sûres. Ouais. Ok, ça marche. Bah moi, de ce que je m'en souviens, parce que justement, j'ai juste ton évocation, mais j'avais envie de creuser le sujet avec toi aujourd'hui, puis par ailleurs par moi-même. Mais il y avait vraiment cette histoire de les traumatismes. Généralement, on va les relier à un seul événement. Et quand tu parles de ça, justement, il y a une progressivité dans la récurrence qui peut devenir quasiment systémique. En fait, on fait partie Oui, de quelque chose de systémique, et on a du mal à considérer qu'un traumatisme puisse être autre chose qu'un moment précis ou un moment précis répété. Mais en fait, des fois, c'est une continuité. C'est comme un bruit sourd. C'est comme ouais, ouais, dans les c'est films quand il y a constant. exactement, dans les films quand il y a des explosions, ils nous font ressentir une sorte d'acouphène souvent. Mais c'est un Oui, peu ça, j'ai l'impression. C'est comme ça que oui, je le tout à fait. ressentirais. Et je pense que ce qui moi m'émeut le plus et me travaille le plus, c'est le traumatisme du non advenu. Et je suis en train de travailler sur mon prochain livre. Je voulais le faire là-dessus, puis finalement, ça sera peut-être celui d'après. Mais je crois que c'est quelque chose de méconnu, les traumatismes du non-advenu, et c'est 100 fois plus puissant que les vrais traumatismes. C'est-à-dire que les vrais traumatismes, les traumatismes physiques et les traumatismes psychologiques, tout le monde sait ce que c'est. On sait ce que c'est de recevoir des fessées ou d'avoir des parents qui disent des choses désagréables ou qui humilient ou etc. Alors ça, tout le monde connaît ces traumatismes. Ce qu'on ignore la plupart du temps, c'est les traumatismes du non-advenu, c'est-à-dire la violence de ce qui n'a pas eu lieu. Mais comme ça n'a pas eu lieu, on ne sait pas ce que c'est, et donc on met un temps infini à le repérer, et quelquefois il y a des gens qui le repéreront jamais de toute leur vie. Et ça, et donc peut-être là je pousserai trop loin, mais c'est la différence entre la nostalgie et la mélancolie. La nostalgie, c'est vraiment, je regrette cette période qui était si agréable. Henri regrette les 4 années où il était en fusion avec sa mère. Pour sa part, Sylvie est mélancolique. C'est un deuil impossible, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas, qu'elle n'a pas eu cette danse affective avec sa maman, ces liens de tendresse avec sa mère, ces douceurs, ces caresses, cette affection inconditionnelle que des parents et une mère doivent donner. Elle ne sait pas qu'elle ne les a pas eus, puisque elle est née dans cette famille et que donc elle ignore qu'elle y avait droit. Donc là, on est de quelque chose dans de la mélancolie, c'est-à-dire un deuil impossible puisqu'on ne sait pas le deuil de quoi. Donc C'est passionnant, ça, ouais. oui, ce traumatisme du non-advenu, pour moi, c'est un concept qui est d'une immense puissance parce que comment savoir ce qu'on n'a pas eu, puisque par Hmm. définition, on l'a pas eu. Donc c'est vraiment quelque chose, moi, qui me travaille beaucoup comme concept. Ouais, et ben, ouais, ouais, ça te donnera envie presque de faire un échange uniquement sur ce sujet-là. Oui, Et tout donc, du à coup, fait. si jamais tu écris ce livre, tu seras la bienvenue pour qu'on fasse un entretien D'accord, sur ce sujet-là, vraiment. parfait. C'est un sacré sujet, ouais. Rien Mmh. que le fait de l'évoquer, je pense que c'est déjà important puisque bah, ça peut juste bah, poser son attention à un endroit en particulier, surtout Ouais, à l'endroit où on ne sait pas ce qui manque. Bah, ça peut être intéressant en fait à se proposer là pendant quelques secondes et puis voir où ça nous mène. Mais peut-être que voilà, c'est juste un vertige qu'il y a à cet endroit-là aussi, c'est possible, oui, hein. oui, tout à Hmm. fait, tout à fait. Je passe à une autre citation du livre
qui est très très courte. Pour sa survie, il s'isole. Point. Je trouve qu'en fait c'est très parlant. En très peu de mots, il y a quelque chose que beaucoup de ceux qui nous regardent doivent connaître. Et je pars de cette citation pour te poser une question sur le rapport des surdoués à l'altérité. Et ça m'a fait me poser une question. Ça, je me suis dit, il me semble qu'elle est à la fois hurlante dès le départ, cette altérité, ce rapport à l'altérité, et inaccessible car survenant trop tôt. Pour ma part, je pense que la douleur de percevoir les souffrances que vivaient et s'infligeaient les autres m'a forcé à les infra-humaniser d'une certaine façon pour supporter cette douleur. Et le mot d'extraterrestre est une manière en fait de concrétiser la distance ressentie avec les autres humains, de l'expliquer de façon logique, donc moins souffrante. Et j'en viens à ma question. Est-ce qu'être surdoué, ce n'est pas aussi avoir un rapport précoce et violent à l'altérité? Oui, à l'altérité en ce qu'elle a de rugueux et de dérangeant. Les hauts potentiels intellectuels, quel que soit l'âge, ont cette intensité du lien, cette intensité à aller chercher l'autre à l'os, c'est-à-dire au cœur même de l'autre, c'est-à-dire sans s'embarrasser de salam alek et de il fait beau aujourd'hui, ah est-ce que vous avez fait bon voyage, tiens il pleut, les cheveux poussent, la pluie mouille et le soleil chauffe. C'est-à-dire que les hauts potentiels intellectuels ont ce goût de l'autre, mais de ce qu'il est, pas de ce qu'il fait, de son être, de ses désirs, de ses craintes, de ses joies, de ses peurs, de ses angoisses. C'est-à-dire que c'est ça, voilà, c'est j'ai pas de temps à perdre, je veux aller directement à l'autre. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il y a la politesse, il y a les bonnes manières, il y a on fait attention à ce qu'on dit et voilà. Et donc il y a cette difficulté du haut potentiel intellectuel à nouer des liens en acceptant qu'il faut commencer par du superficiel. Tout d'un coup, l'image qui me vient, c'est l'image des envahisseurs. Je ne sais pas si, comme tu es assez jeune, peut-être tu connais pas cette série qu'il y avait à un moment à la télévision où il y avait des envahisseurs qui avaient qui étaient des humains comme tout le monde, avaient le corps qui ressemblait au corps de tout le monde, et leur seule différence, c'était qu'ils avaient un petit doigt raide. Et c'est comme ça qu'ils se reconnaissaient. Eh bien, je pense que les hauts potentiels intellectuels se reconnaissent à ça. C'est-à-dire que on se rend compte, on se dit bonjour, et puis il y en a un qui risque une question très personnelle, l'autre s'engouffre là-dedans, et hop, on va tout de suite au cœur du sujet. Et c'est très émouvant parce que voilà, c'est notre petit doigt, là, on se reconnaît. En revanche, si on a quelqu'un qu'on connaît pas, qui est pas haut potentiel intellectuel et à qui on va oser poser une petite question un peu personnelle, et puis on voit qu'il y a un mur, on comprend tout de suite qu'il n'a pas le petit doigt ready, donc il fait pas partie des, donc là pour le coup des extraterrestres et pas des envahisseurs. Et je crois que cette altérité, elle est dans cette façon d'être au monde et aux autres qui est différente. Et il faut savoir eh bien, parler anglais avec les Anglais, parler italien avec les Italiens et parler zèbre avec les zèbres. Hmm. Oui, il y a plusieurs langages à apprendre, ça c'est vrai. Et dans cette notion-là, je me disais, en fait, peut-être que alors, je suis pas un professionnel du développement de l'enfant pour un sou, mais pour autant, j'ai l'impression qu'il est un petit peu connu, le fait que c'est progressivement que l'enfant va comprendre qu'il ne fait pas partie du tout de la famille, des groupes auxquels il va appartenir et qui va s'individualiser pour s'individuer ensuite. Et j'ai l'impression, en fait, que dans cette différence ressentie, justement dans la façon dont on perçoit,
Pourquoi leur priorité c'est ça? Pourquoi ils parlent pas de ce que je vois moi qui est sous mon nez, qui a l'air souffrant? Donc il y a tout un tas de trucs qui font qu'on se ressent tout seul. Et c'est ça qui fait que l'autre devient un autre. C'est parce que nous, on n'arrive pas, en fait, en tout cas, moi, je ne l'ai pas ressenti, cette appartenance au groupe. J'ai ressenti une douleur de ne pas pouvoir appartenir et une douleur de voir la douleur des autres sans que eux, ça ait l'air d'être un sujet pour eux. Et donc, du coup, c'est pour ça que je mettais cette notion d'altérité brutale, peut-être trop tôt dans la vie, d'une certaine façon. Et j'y avais jamais pensé avant de te poser la question. Du coup, j'ai trouvé ça bien de tomber sur cette question et j'ai envie de continuer de la creuser. Parce que je trouve que ça peut être un axe intéressant pour parler des surdoués. Alors c'est pas la seule manière d'en parler et c'est pas quelque chose que je veux asséner comme une vérité. Par contre, comme une hypothèse hyper intéressante, ouais, carrément. Oui, 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 tu as raison. Je crois que ça vient du fait que dès l'enfance et toute notre vie, on a une intensité à se poser des questions existentielles, à se confronter aux questions existentielles, c'est-à-dire la mort, la maladie, la solitude. Et l'enfant, déjà, est dans cette mouvance-là de se questionner là-dessus. Et par conséquent, tout petit, lorsque il se rend compte que les gens autour de lui sont pas du tout impactés par bon, on va mourir. J'en parle beaucoup dans mon livre d'ailleurs de l'angoisse de mort. Dans on va mourir, dans on est malade, dans on est seul, dans eh bien c'est un gros choc pour les enfants de se rendre compte que non seulement les adultes autour d'eux et les autres enfants se questionnent pas là-dessus, et c'est un gros choc aussi de voir que quand lui questionne, il est renvoyé dans ses buts, parce que personne n'a envie d'entendre parler de la mort, de la maladie, de la solitude. Ça n'existe pas. Les neurotypiques, en général, ont certainement un plan B, eux, que nous ignorons nous, un plan B dans leur vie, puisqu'ils font comme s'ils n'allaient pas mourir. Donc eux, ils sont immortels. Et il est certain que si nous, tout d'un coup, on dit mais tu vas mourir, on est vraiment mal reçu puisque eux sont immortels. Donc tu as raison. Pour les enfants, ça peut être très dur, sauf s'ils sont dans une famille aimante et qui, ayant repéré ou non leur surdouance, sont accueillants sur les difficultés de l'enfant et sont contenants. Je pense que c'est ça qui est le plus important pour des parents, c'est de savoir contenir les émotions de l'enfant. C'est à ça que servent surtout les parents, c'est je te contiens et je te porte, t'inquiète pas, je suis là. Et là, à ce moment-là, cette altérité, elle est beaucoup moins brutale. Hmm. J'ai presque envie de te faire préciser la notion de contenance. Parce que tu viens de l'évoquer et en même temps, je me dis, il y a un truc là. Oui, c'est Winnicott qui parle de holding, c'est-à-dire, et j'adore quand il dit, c'est mon côté méridional qui est excessif, j'adore quand Winnicott dit, il y a les enfants qui ont été portés et ceux qu'on a laissé tomber. Et le holding de Winnicott, c'est les parents, et la mère en particulier, savent que l'enfant est prématuré et il est là, il arrive au monde et sans nous, il meurt. Hein. Donc, soit on a une matrice virtuelle qui se substitue à la matrice utérine et qui fait qu'on est là, on va porter l'enfant, on va le porter sensoriellement, on va le porter psychologiquement, on va le porter intellectuellement, on va le porter et on va contenir toutes les émotions. Parce qu'un enfant, c'est des émotions qui partent dans tous les sens. Et si quelqu'un n'est pas là, hein, et je fais ce geste-là, qui n'est pas là pour le contenir, pour lui dire ne t'inquiète pas, tu es pas tout seul, moi je suis là, je suis plus grand, plus fort et il t'arrivera rien. Et s'il n'y a pas ce holding, eh bien, c'est sûr que l'angoisse, elle est terrible. Et pour les enfants au potentiel intellectuel, ils ont besoin d'encore plus de holding que les autres parce que les émotions sont décuplées, les questions existentielles sont terribles, sont un grand choc. Et le sentiment de décalage, de solitude, de dysynchronicité, tout ça est tellement important qu'on a besoin de parents qui ont des bras encore plus forts que les autres pour les soutenir et les porter. Hmm. Merci pour ça. Je passe à ma question suivante. On va changer un petit peu de sujet, mais tu évoques quelquefois le narcissisme et je me demandais si, tout bêtement, la surdouance
intensifie-t-elle le narcissisme? Tu parles de narcissisme primaire et secondaire, et ça aussi, je voulais le voir avec toi. Alors, le narcissisme, malheureusement, c'est devenu un mot négatif, alors qu'en fait, c'est très positif. Et le narcissisme, le bon narcissisme, c'est ce que Freud, bien sûr, a dépeint. Le bon narcissisme, c'est un aller-retour entre soi et les autres. C'est-à-dire, je m'aime bien, et comme je m'aime bien, bah, je suis tranquille, je peux aimer les autres, mais je peux faire des allers-retours. C'est-à-dire, si je vois que l'autre est dangereux, hop, je me replie, un peu comme les cornes d'un escargot, là, hein. J'y vais, je les rentre, je les sors en fonction de. Le narcissisme primaire, qu'est-ce que c'est? C'est le narcissisme de l'enfant. C'est-à-dire moi, 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 moi. Hein, les tout petits, c'est moi d'abord, moi toujours, moi tout le temps. Et puis quand justement il y a une construction assez solide, eh bien tout d'un coup, je me sens bien et je peux m'intéresser aux autres. Et ça, c'est le narcissisme secondaire, c'est-à-dire cette capacité d'aller voir l'autre et de trouver que l'autre peut être bon aussi. Voilà. Et le bon narcissisme, c'est ça, c'est cet aller-retour entre soi et l'autre. Donc là, pour le coup, les hauts potentiels intellectuels sont logés à la même enseigne que les neurotypiques, c'est-à-dire ben, c'est important qu'ils arrivent à s'aimer bien suffisamment pour pouvoir aimer les autres et puis faire ces allers-retours. En fait, le narcissisme, c'est une dynamique. Hein. C'est pas statique, c'est des allers-retours entre moi et l'autre en fonction de ce qui se passe, en fonction du moment, en fonction des circonstances. Super. Bah, j'ai l'élan en fait de dire que sous cette vidéo, dans la description, vous allez évidemment retrouver les liens qui mènent au travail d'Hélène et à son livre et à ses livres d'ailleurs. Et je rajouterais, si j'y pense, une série en fait audio. C'était sur France Culture, il me semble, autour du sujet du narcissisme. Et j'avais trouvé cette série vraiment très très bien faite. Il y avait des éclairages du fait que le narcissisme, comme tu viens de le signaler, c'est quelque chose qui sonne plutôt comme quelque chose de péjoratif, alors que finalement, il y a à l'intérieur de ça une rencontre avec soi, un équilibre possible, et la renarcissisation, c'est quelque chose, c'est un vrai sujet en vrai, Oui, qui peut en tout cas concerner des personnes et être une soupape ou une sécurité intérieure plus grande en fait. oui, tout Euh, à fait. et donc, je me demandais aussi, qu'est-ce que c'est, du coup, partant de ce mot de narcissisme, la rage narcissique que tu cites, qu'est-ce que c'est? La rage narcissique, c'est un concept qui a été inventé par un monsieur qui s'appelle Kohut, et c'est un concept qui est intéressant, qui est vraiment dû au narcissisme primaire, c'est-à-dire c'est un enfant à qui on va dire non, t'auras pas ce bonbon et qui va se rouler par terre en hurlant comme si on lui avait coupé la gorge. Et lorsque les gens n'ont pas eu une maturité suffisante, ils gardent un bon fond de narcissisme primaire, même à l'âge adulte, et c'est le conducteur de voiture à qui on fait une queue de poisson qui sort avec sa batte de baseball et qui tue l'autre. C'est-à-dire qu'il entre dans une rage comme si on lui avait fait quelque chose d'inhumain. Or, c'était juste une queue de poisson. Les adolescents aussi sont beaucoup là-dedans. Donc la rage narcissique, c'est quand tout d'un coup, un événement survient dans sa vie et qu'on a un sentiment d'humiliation absolue, de mépris total, alors que quelqu'un a juste fait bout comme ça et qu'il ne s'est rien passé de grave, mais ça veut dire que les gens ne sont pas assez structurés, ont une personnalité pas assez forte et sont pas encore bien debout et donc vont s'effondrer avec une colère infinie sur des tout petits points, hein, des choses qui sont vraiment minimes. Donc c'est un concept qui est assez intéressant parce que on le voit de plus en plus fréquemment et ça sera intéressant de mettre ça en parallèle avec tous les événements qu'on voit dans l'actualité, d'adolescents en particulier, qui sont capables de tuer pour un non. Hmm. Ouais. C'est vraiment elle est intéressante cette notion parce que tout particulièrement pour les surdoués, je me demandais si c'était pas
en lien avec cette ambivalence entre sentiment de toute puissance et ce sentiment de toute impuissance. J'ai l'impression qu'on alterne entre des extrêmes, puisqu'il y a l'intensité au cœur de tout ça, et qu'on a du mal à être dans les choses qui vont être un petit peu plus neutres, un peu plus je sais pas comment dire, mais terne finalement pour nous, et que donc du coup ce sentiment de toute puissance en alternance avec le sentiment de toute impuissance, c'est des ascenseurs émotionnels très forts, et c'est peut-être en lien avec cette rage narcissique, de passer de l'un à l'autre en tout cas. Oui, tout à fait, hein. Je pense que tant qu'on n'a pas fait ce travail de réflexion sur soi pour analyser ce qui se passe, il peut y avoir des rages épouvantables internes, des tempêtes internes épouvantables sur des événements que tout le monde qualifierait de minimes. J'en arrive à ma question la plus polémique de toutes les questions que je vais te poser. J'avais Ah, très envie de chut. te la poser. Donc on va voir ce que t'en dis. C'est juste une intuition et puis des discussions multiples avec des personnes que j'estime et on était sincèrement en train de se poser cette question-là. Donc je pars du début. Tu as écrit plusieurs livres, dont celui-ci sur les surdoués et un autre qui concerne les pervers narcissiques. Et dans les caractéristiques connues que l'on attribue aux pervers narcissiques, on retrouve une intelligence, une subtilité, une sensibilité et une insensibilité mêlée. Je ne suis pas spécialiste de ce domaine, mais je me posais la question, est-ce que ce qu'on appelle les pervers narcissiques ne serait pas en réalité une autre façon de vivre la douance? Alors non, parce que ce que tu décris des pervers narcissiques me paraît erroné. C'est-à-dire que les D'accord. pervers narcissiques ne sont pas intelligents, ils sont brillants, ils sont insensibles de façon absolue. Et puis je ne sais plus ce que tu as dit d'autre comme qualificatif ou comme tu as dit Alors je parlais vas-y, de subtilité. ils sont tout sauf subtils. Donc Ok. pour toutes ces raisons, et je m'explique, on ne peut pas dire du tout que ce soit en lien avec la surdouance. Ils ne sont pas intelligents. Ils ont une culture généralement monolithique. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'à une... Tu peux, je donne comme exemple dans mon livre sur les pervers narcissiques, un pervers qui sait tout sur la poésie du XVIe siècle de Francesco della Nota ou quelque chose comme ça, je me souviens plus du nom. Voilà. Et donc, dans les dîners en ville, plusieurs personnes ont recoupé des dîners avec cet homme-là, et bien à chaque fois, il cite ses poèmes, il cite ces gens-là, et il ne sait rien dire d'autre. On peut lui prêter une intelligence parce qu'en fait, il sait capter les idées des autres et les recracher tel un perroquet. Donc on pourrait dire qu'il est intelligent, mais en fait, il n'est pas du tout intelligent, mais il est brillant parce qu'il sait de façon très hystérique, au sens histrionisme, il est très comédien, il sait se mettre en valeur, etc. En piquant les idées des autres et avec sa culture monolithique, il peut en mettre plein la vue. Donc il n'est pas intelligent. Il n'est pas du tout sensible. Justement, sa grosse difficulté, c'est qu'il ne sait pas du tout être empathique, il ne sait pas du tout être sensible. Il est tellement replié sur lui qu'il ne sait pas que l'autre existe, et l'autre existe uniquement en tant qu'objet, donc ça ne peut pas le toucher. Euh, donc, le lien entre pervers narcissique et haut potentiel intellectuel me paraît pas du tout pertinent. En revanche, je pense que les hauts potentiels intellectuels sont des proies idéales pour le pervers narcissique. Parce que justement, ce sont des gens qui sont très intelligents et ce sont des gens qui sont très empathiques, ce sont des gens qui sont souvent très purs. Et alors, c'est magique de pouvoir salir quelqu'un qui est pur, c'est de la grosse jouissance, ça quand même. Donc, je crois qu'il y a les bonnes proies pour les pervers narcissiques sont les hauts potentiels intellectuels. Ok. Oui, là, il y a justement ton ouvrage, plus pas mal d'autres qui font ce lien entre le haut potentiel d'un côté, proie facile pour les pervers narcissiques de l'autre. Et ça, oui, c'est quelque chose que j'ai déjà beaucoup rencontré, mais je me disais, voilà, mais j'entends ta réponse, c'est ta réponse. J'ai très envie, moi, de continuer de creuser dans cette direction malgré tout, parce que je sens qu'il y a quelque chose, euh, parce que, par exemple, au niveau émotionnel, il me semble que les émotions ne sont pas accessibles parce qu'elles sont trop puissantes derrière. Donc c'est un déni qui est posé sur des émotions. La sensibilité, j'ai pas l'impression qu'elle puisse
ne pas exister, ne pas être vu, oui, mais ne pas exister, j'ai l'impression que c'est compliqué. Enfin, j'ai du mal à me l'imaginer en vrai. Mais on a du mal à se l'imaginer parce que ce sont des êtres qui, dès l'enfance, la plupart du temps, ce sont des hommes parce que ce sont des mamans qui ont accouché de garçons et qu'elles sont émerveillées. Moi, femme, j'ai mis au monde un enfant du sexe masculin, donc j'ai un petit phallus à portée de main là, qui provient de moi, donc en gros il m'appartient. Hein. Donc je suis phallique grâce à ce garçon et je vais m'en saisir et me l'approprier. Et ce petit garçon va se trouver pris dans les filets d'une mère méduse, d'une mère incestuelle qui va vraiment le bouffer. Et la seule façon qu'il a de pouvoir survivre à cette mise sous emprise, c'est justement de ne plus montrer aucun affect et d'être juste dans la volonté de détruire tous les gens qui seront autour de lui dans une espèce de rancœur et de vengeance constante. Donc, c'est très très compliqué de pouvoir accepter, et c'est tout à ton honneur, de pouvoir accepter l'idée qu'un humain puisse être sans émotion et puisse être vide presque de sensations et d'être quelqu'un avec une telle noirceur. C'est très difficile à imaginer, malheureusement, ça existe. Ok. Euh, Tu me dis si je me trompe, je fais encore une hypothèse un peu Oui, vas-y. aléatoire, mais c'est ça qui est bien, c'est de poser des hypothèses et puis après on voit justement où ça Ah nous non, mais amène. c'est parfait. Une maladie psychotique se déclenche suite à un élément justement déclencheur et révélant au grand jour ce qui était jusque-là un potentiel en dormance. Est-ce que pour toi la douance pourrait être considérée comme une psychose, non pas dans sa nature évidemment, mais dans son mécanisme? Non, non, vraiment, je crois pas du tout. Je pense que alors après, on ne connaît pas bien l'origine de la haute potentialité. Hein. Je pense que les Américains vont forcément trouver un gène ou un truc dans le cerveau, ça c'est sûr. Mais dans l'immédiat, euh, je pense que voilà, c'est quelque chose de l'ordre du don et que à partir de là, c'est à nous de le développer ou non, à nous de s'en servir ou non, à nous de le repérer ou non. Mais je crois pas que, je crois qu'il y a des hauts potentiels, hein, très certainement en raison de l'enfance, puisque moi, psychanalyste, je pars, enfin, je suis convaincue que les structures psychiques des individus proviennent de l'enfance et qu'on a les névroses, les psychoses et au milieu les borderline. Et je pense qu'il y a des hauts potentiels névrotiques, il y a des hauts potentiels psychotiques et il y a des hauts potentiels borderline. Je pense qu'ils sont soumis aux mêmes lois que les neurotypiques, c'est-à-dire en fonction de l'enfance qu'ils auront eue, ils appartiendront à ces trois structures et je ne crois pas qu'il y ait plus de crainte de psychose ou de borderline chez les hauts potentiels qu'ailleurs. Ok. Du coup, j'ai déjà partagé ça sur d'autres moments d'interview, mais en fait, je considère plutôt les surdoués comme des détecteurs de dissonance que comme des détenteurs d'une vérité absolue. Et dans le livre, il est question de la perception qu'ont les enfants surdoués des contradictions des adultes qui se placent et ont pour mission dans le récit collectif de se placer en tant que référents et en tant que sachants. Et ces enfants, il me semble, peuvent alors rester en sidération devant cette contradiction fondamentale. Les adultes qui se placent en référent sont en réalité incompétents, faillibles, impuissants. Mais comme bien souvent, ils posent un déni sur ces failles, l'enfant surdoué peut alors vivre un traumatisme à l'endroit où les figures tutélaires ne sont d'aucune inspiration. Est-ce que ça te parle et qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet? Bien, je pense qu'effectivement, c'est un gros sujet et c'est toujours pareil. Les enfants au potentiel intellectuel qui seront dans une famille accueillante, aimante, contenante, auront moins de difficultés parce que lorsqu'ils repéreront les failles de leurs parents, ça sera accueilli. Et par conséquent, il n'y aura pas de conflit interne, il n'y aura pas de conflit de loyauté.
En revanche, lorsqu'ils sont dans une famille où les parents sont un peu dysfonctionnels ou toxiques ou non tutorants, eh bien, ces enfants-là vont vivre une grosse tragédie en se rendant compte que ils sont dans l'obligation de devenir parents de leurs parents. Il y a une parentification, c'est dur à dire, une parentification qui va être très tôt mise en place et ils vont très vite repérer qu'il y a des choses qu'ils vont pas pouvoir dire parce que leurs parents ne comprendront pas. Il y a des remarques qu'ils ne pourront pas faire parce qu'elles vont être blessantes. Il y a des réactions qu'ils ne vont pas pouvoir avoir parce qu'elles vont être, elles vont pas être accueillies avec toute la bonne foi qui serait nécessaire. Et par conséquent, ils vont se museler, se ratatiner et au mieux, je le répète, devenir les parents de leurs parents, c'est-à-dire protégeant leurs parents de tout ce qui pourrait les bouleverser. Hmm, ok. J'ai une question suivante qui est, est-ce que pour toi, le travail sur soi vise à atteindre un point où l'on constate que le travail sur soi n'est en fait plus nécessaire? Ce que je veux dire par là, c'est, euh, ce serait plus une déconstruction, un dénuement qu'une construction par ajout. Or, je pense, moi, que le travail sur soi a un début, un milieu et une fin, mais cette fin ne veut pas dire la fin de la réflexion. Le travail sur soi, c'est vraiment aller rechercher tout ce qui, euh, dans notre inconscient, a été refoulé, toutes les répétitions qu'on a pu faire et tous les liens inadaptés qu'on a pu mettre en place en raison de nos problématiques. Donc, j'ai la conviction que il y a le gros du travail qui peut se terminer, et puis après, bien sûr, on va continuer à aller chercher la poussière dans les coins, mais on a enlevé les gros rochers, on a enlevé les grosses montagnes, on a calmé les tsunamis, on a nettoyé les ouragans et les tempêtes, et puis voilà. Mais après, euh, on a mis en place des processus internes de réflexion qui font que, eh bien, on va pouvoir, lorsqu'il se passe un événement, se dire, tiens, une fois le travail terminé, se dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, tiens, ah, ça me fait penser que, ben, je vais y réfléchir parce que, ah, et ben, et trouver encore des petits liens. Je pense que si je devais, je le dis dans mon livre d'ailleurs, si je devais résumer, je crois que un travail sur soi qui est terminé aboutit à quelqu'un qui est de bonne foi, c'est-à-dire bonne foi avec lui-même et bonne foi avec les autres. Et à partir de là, je crois qu'on peut tout aborder, tout recevoir, tout vivre. Bah, il se passe un événement, bah non, je suis désolée, mais moi ça c'est ton ressort, mais ça me parle pas, ça m'évoque rien. Puis il se passe un autre événement. Ah oui, ah ben là, je vois que bien sûr, c'est cicatrisé, mais la cicatrice est encore chaude. J'aurais peut-être intérêt à y réfléchir encore un peu pour la rendre au moins tiède avant qu'elle soit complètement froide. Voilà, je crois il y a toujours à avancer. Il est certain que quelqu'un qui se dirait j'ai fini mon travail sur moi, maintenant je suis parfait ou parfaite et tout va bien, c'est qu'il y a encore du boulot. Oui, oui, j'entends. Ce que je me dis, c'est que du coup, peut-être que la psychanalyse, de ton point de vue, ce serait l'occasion de faire ce début, ce milieu et cette fin en un seul accompagnement, alors que les façons d'accompagner qui peuvent être autres sont plus morcelées peut-être et plus diversifiées, c'est-à-dire qu'on peut faire ce travail-là en passant de, je sais pas, quelqu'un qui fait de l'hypnose à quelqu'un qui fait de l'EMDR, à quelqu'un qui va faire bah, de la myesthésie, mettons. Et puis un psy plus traditionnel qu'on va avoir pendant peut-être un an, 2 ans. Mais la psychanalyse peut-être est la forme qui permet de faire le début, le milieu et la fin dans un même travail, une même continuité. Ce serait ça la distinction? Oui, je pense que la distinction, moi, je la ferais entre les thérapies du conscient et les thérapies de l'inconscient. Si on prend une métaphore, un humain, on pourrait dire que c'est un iceberg
qui a la partie émergée qui est de 1/8 et la partie immergée qui est donc de 7/8. Le 1/8 qui dépasse de l'eau, ça serait le conscient, et le 7/8, ça serait l'inconscient. Tout le travail psychanalytique, c'est d'aller repérer dans l'inconscient tout ce qui a été refoulé, toutes les douleurs d'enfant qu'on n'a pas pu dire, qu'on n'a pas pu comprendre, tout ce qui fait qu'on est dans des répétitions qui sont des répétitions qui nous rendent malheureux. Voilà, il y a tout ce travail-là à faire, et ça, c'est long effectivement, et je pense que ça peut se faire qu'avec la même personne, parce qu'on va pas raconter toute notre vie à chaque fois, mais ça peut se faire. Moi, par exemple, j'ai fait 2 tranches de psychanalyse. Une première tranche très longue et une deuxième tranche très longue. Mais parce que j'ai eu une enfance particulière, j'ai eu une enfance très lourde, et que sans doute j'avais besoin de faire beaucoup plus de travail que quelqu'un d'autre. Et puis par ailleurs, quand on est psychanalyste, autant quand même avoir avancé pas mal. Donc il y a ces thérapies de l'inconscient. Tout le monde n'est pas obligé de faire une psychanalyse. Tout le monde peut ne pas se sentir à l'aise avec un travail psychanalytique. Et par conséquent, c'est tout à fait possible, peut-être même en parallèle d'un travail psychanalytique, de faire un travail sur le conscient. Moi, j'ai une formation, par exemple, en sophrologie, j'ai une formation en hypnose ericksonienne, j'ai une formation en PNL. Je continue à penser que pour moi, la solution était la psychanalyse, et que ça reste pour moi quelque chose qui m'a sauvé la vie, et qui me permet, lorsqu'il y a des choses difficiles qui m'arrivent, d'avoir une espèce de confiance dans ma mallette avec mes outils de réflexion et de prise en compte de ce qui se passe, et de faire des liens et d'élaborer et de trouver des solutions en me disant bon tu vas trouver une solution là en toi, forcément tu vas creuser, et puis si tu trouves pas, c'est qu'il y a un truc qu'il faut travailler plus profond. Donc après, moi je crois qu'il y a des gens qui n'auront pas besoin d'aucune thérapie tout au long de leur vie, et je les envie fortement. Il y a des gens qui auront besoin que de thérapie sur le conscient, parce que ça va être surtout des réflexions un peu plus comportementales, un peu plus des réflexions conscientes. Et puis, il y a des gens pour qui la psychanalyse va être une nécessité, et un médicament de survie avant d'être un médicament de vie. Moi, j'ai vraiment je fais aucun prosélytisme, ni pour les uns ni pour les autres. Je pense que si aller dans la forêt, embrasser un arbre, ça fait que quelqu'un va mieux, vive la sylvothérapie. J'ai une question du coup qui n'a peut-être rien à voir et qui en même temps peut être peut-être ramenée aussi sur ce sujet-là. Je crois que nous sommes en tant qu'humains condamnés à être à la fois juge et partie. Et est-ce que selon toi, les surdoués ont une façon particulière de gérer ou non cette condition et de la conscientiser? Eh bien, en gros, tu fais du Shakespeare, c'est-à-dire être ou ne pas être, telle est la question. Euh, c'est toujours pareil. Je crois que les hauts potentiels intellectuels qui sont de bonne foi vont arriver à gérer cette dualité d'être juge et partie, parce qu'ils sauront être présents par moment, donc être, et puis à d'autres moments ne pas être, c'est-à-dire être en recul, voir faire les autres. Je crois aussi que dans les moments d'ennui, les hauts potentiels intellectuels sont très vite dans être juge, être en recul, être à l'extérieur et voir ce qui se passe, et de façon plus intense que d'autres humains. Mais sinon, je suis pas sûre que ce soit. Moi, j'ai ce filtre de la psychanalyse qui fait que peut-être je reviens à mon dada en disant que, au potentiel ou non,
Si les gens sont de bonne foi, s'ils se connaissent un peu, ils sauront gérer ça plus facilement. En sachant que dans ce groupe de bonne foi et qui se connaissent un peu, les hauts potentiels intellectuels auront un plus dans cette capacité de recul et d'analyse du monde et d'être capable d'être disruptif et créatif par rapport à ça. Ok. Et justement, je reprends ton terme parce que j'avais marqué moi s'autoriser à vivre, mais finalement j'ai l'impression que le synonyme dans ta bouche ce serait plutôt être de bonne foi. Donc, c'est Oui, aussi accepter de générer des réactions incontrôlables chez les autres. Et on peut le faire sans le savoir, mais quand on est né avec cette conscience, il est difficile de s'autoriser justement à être et à être de bonne foi. Est-ce que ça t'évoque quelque chose? Alors, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Parce que moi-même, je crois que je me suis perdu en disant ça. Ah, c'est vraiment bien. oui. Je crois que justement, quand les gens sont de bonne foi, ils sont capables de tout accueillir, même si tout d'un coup on voit qu'il y a une grosse difficulté, on arrête, on dit ok, on n'est pas d'accord, on va s'arrêter là. Sauf si en face on a quelqu'un qui a des valeurs qui sont insoutenables. Et là, c'est pas parce qu'on est de bonne foi qu'on est devenu le Dalai Lama ou le Christ et qu'on va tendre l'autre joue et qu'on va, je veux dire, être de bonne foi, ça veut pas dire je vais tout laisser passer et puis ça veut dire quand ça vaut pas le coup, pas aller au combat, c'est-à-dire de mener que les combats qui valent le coup. Et puis sinon, quand on voit que on a affaire à quelqu'un qui justement est de mauvaise foi, on laisse tomber l'affaire et puis voilà. Ok. Je sais pas si ça Dans répond ton... bien à ta question. Oui, ça répond à ma question. C'est ce truc-là, en fait, si tu veux, j'ai remarqué, alors dans mon fonctionnement personnel, j'ai remarqué que j'ai mis très longtemps à capter ça, à capter que je me contrôlais parce que je n'étais pas acceptable à mes propres yeux si je n'étais pas irréprochable, en fait. Donc c'était contrôler par avance le fait d'être irréprochable dans les yeux de l'autre. Donc quelque part, on pourrait dire en extrapolant que si j'étais pas parfait, j'étais pas acceptable dans mes propres yeux, et que si si ce regard qui m'était renvoyé comportait ne serait-ce qu'un petit pli en fait dans la façon dont on me voyait, je trouvais ça insupportable. Donc on pourrait rapprocher ça, j'imagine, de ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir le narcissisme primaire. On pourrait dire ça comme Oui, ça. oui, d'accord. Euh, donc c'était très en forme chez moi ce truc-là et pendant très longtemps et donc du coup je me suis juste retrouvé un petit peu sur le cul, je dirais ça comme ça avec mes mots, et je me suis retrouvé sur le cul à voir que je pouvais m'autoriser à susciter de la colère chez les autres, du mépris chez les autres, du jugement chez les autres, alors que jusque-là je me blindais mais tout ce que je pouvais pour ne jamais arriver à cette Cette extrémité. ouais, exactement, cette incongruité, ouais. Oui, J'avais ça comme mot qui venait. oui. Et donc voilà, après c'est plus personnel du coup comme vécu, mais j'imagine que ça peut faire écho quand même au vécu de pas mal de personnes parce qu'on s'interdit et c'est se rendre compte qu'il y a une relation entre le fait de vouloir être parfait dans le regard de l'autre, c'est ne pas être sûr qu'on est aimable et c'est se porter au Voilà. nu, c'est les deux en même temps en fait. Il y a un truc Oui, comme ça. oui, ouais, oui, tu as raison. Tu as raison, c'est beaucoup en lien avec le regard des autres. Et le regard des autres, en fait, c'est le regard des autres et le regard qu'on a sur soi, c'est un peu des vases communicants. C'est-à-dire plus on a un regard sur soi calme et tranquille, et moins le regard des autres nous importe. Et plus on a l'impression de ne pas être à la hauteur, de pas être parfait, etc., et plus le regard des autres va nous importer. Donc je reprends la main juste pour signaler que on a eu un petit problème de connexion, ce qui explique le changement de cadre qui a lieu actuellement. Mais on va finir avec quelques questions et surtout avec la venue de Gaëtan qui va arriver dans pas longtemps. Dans ton livre, en fait, il est beaucoup question du rapport au groupe, à l'autre et à soi. Est-ce que, d'après toi, il existe une interdépendance entre ces trois pôles des rapports humains? Oui, oui, bien sûr, hein, et c'est ce que j'expliquais peut-être tout à l'heure en parlant du narcissisme.
Narcissisme primaire, c'est s'aimer soi, narcissisme secondaire, aimer l'autre. Et c'est ces allers-retours entre s'aimer soi, aimer l'autre, et puis voilà. Et je crois que aussi, plus on avance dans la connaissance de soi, dans la bonne foi, pour y revenir, et plus on va trier les liens autour de soi, et plus on va tenter le plus possible de s'entourer de gens qui sont au clair avec eux-mêmes, qui sont réfléchis, qui sont respectueux, bienveillants, et qui sont capables d'avoir des liens et des discussions saines. Mmh. J'ai donc une dernière question pour toi, et ça va devenir une question rituelle, mais j'ai eu l'idée il y a pas longtemps. D'ailleurs, elle m'a été soufflée par quelqu'un que je remercie, à qui je fais un petit clin d'œil comme ça au passage. Donc, cette dernière question sera la suivante. Qu'est-ce qui, chez toi, est le plus banal, le plus commun? C'est une excellente question. Et pendant que je dis ça, ça me permet de réfléchir. L'amour du chocolat. Ok, très bonne réponse. Et ben écoute, il me reste à te remercier. Je reviendrai tout à l'heure faire un petit tour pour faire ma conclusion, et je vais passer à la main à Gaëtan qui, lui, bah voilà, écouter tout ce qu'on s'est dit et qui va venir partager avec toi ce moment de fin d'interview. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci Mathieu. Merci Hélène pour cette interview, pour cet entretien. Moi, j'arrive avec mon œil candide, c'est-à-dire que Mathieu a travaillé sur ces questions, et moi, j'ai la chance sur les interviews d'arriver derrière avec mon vécu, avec ce que j'ai entendu, avec les choses qui m'ont interpellé dans ce que vous vous êtes dit il y a quelques instants. Et j'ai la chance de pouvoir essayer de synthétiser ça et de pouvoir éventuellement te poser des questions. Surtout si jamais, sur les propos que je vais évoquer et que j'essaie de synthétiser, il y a quelque chose qui n'est pas correct, n'hésite pas à intervenir pour rétablir vraiment ton propos. C'est important pour nous. D'accord. Ok, merci. Dans ce que j'ai noté la notion de double décalage. Tu as évoqué le décalage que tu avais ressenti avec ton étiquette de psychanalyste et aussi ton haut potentiel. Tu as évoqué les termes d'entrée en religion. À un moment donné aussi, tu as parlé de vache sacrée. Cette phrase que tu as dit les gens parfois te renvoyaient que tu devais tout savoir sur le monde. Et moi, tout ça, ça m'a ramené finalement à la position d'un curé, peut-être au siècle dernier, qui au confessionnat savait beaucoup de choses sur les gens. Et je me demandais si de ton point de vue, finalement, le psy ou le psychanalyste ou le thérapeute, quelle que soit son obédience, je dirais, remplacerait ce confessionnal quelque part. La religion aurait glissé vers quelque chose de plus scientifique et de plus psychanalytique. Qu'est-ce que tu en penserais de ça? Je pense que y a un parallèle qui est possible. Tu as raison. Les curés, d'ailleurs, à une époque, étaient appelés directeurs de conscience. Donc, je crois que pour tout ce qui concerne les thérapies du conscient, dont j'ai parlé tout à l'heure, j'ai fait la séparation entre le conscient et l'inconscient. Pour toutes les thérapies du conscient, effectivement, ça se rapproche du curé qui écoutait les confessions et puis qui aidait à faire en sorte que les gens aillent mieux. Pour ce qui concerne la psychanalyse, je pense que non, on n'est pas dans la même logique, puisque là, dans la psychanalyse, il y a un processus particulier qui est la libre association, qui est de relever les rêves, les lapsus, les actes manqués, les notes d'humour, etc. Donc là, on est dans un autre champ, dans un autre domaine. Tu as évoqué le haut potentiel qui te permettait d'avoir un refuge interne, un lieu de refuge, un lieu de créativité, et tu as parlé de l'enfance difficile, ce qui faisait un lien entre ce refuge et l'enfance. J'ai entendu des gens qui témoignaient, ou même des spécialistes qui nous disaient que pour eux, et parfois il n'y avait pas de discussion autour de ça, le haut potentiel, c'était avant tout quelque chose de génétique, et puis voilà, point barre. Toi, tu étais plus à développer quelque chose on a quand même une structure qui a pu se développer en réaction, finalement, à une enfance que l'on a eue. Alors, de ton point de vue, c'est ou c'est génétique, ou c'est plutôt un développement d'un potentiel qu'on aurait tous, mais pour essayer de survivre, finalement, à une enfance un peu
problématique, ou bien c'est quelque chose qui, au départ, effectivement, un potentiel peut-être génétique, et que l'on va développer pour essayer de survivre à cette enfance parfois compliquée que l'on vit. Alors, je parlais des structures qui viennent de l'enfance, des structures psychologiques, c'est-à-dire la névrose, la psychose, la structure névrotique, structure psychotique, structure borderline. Donc ça vient de l'enfance. En revanche, pour la haute potentialité, j'ai parlé de dons. Donc je serais plus dans l'idée que c'est quelque chose de génétique. Ensuite, je crois pas que la haute potentialité se développe plus dans un climat ou dans un autre. Je pense que oui, quand on a eu une enfance difficile, on est obligé de, enfin, c'est un cadeau puisque ça nous permet d'avoir un tuteur de résilience. Mais je crois pas que ça se développe plus ou moins. Il me semble que c'est au cas par cas, là. Je suis pas sûre qu'on puisse faire de généralité. En tout cas, moi, je peux pas en faire. Ça serait donc en fait un biais cognitif de rencontrer plutôt des gens qui font un témoignage en tant qu'HP d'une enfance plutôt difficile pour eux en termes de ressenti? Comme je le dis dans mon livre, hein, je pense que certains au potentiel intellectuel sont malheureux en raison d'une enfance difficile, mais que la haute potentialité, la plupart du temps, est un cadeau et que ça rend pas du tout malheureux. Ok. Tu as parlé de formes originales et de formes joyeuses grâce justement au potentiel. Tu as dit aussi que dans l'écriture de ton livre, finalement, alors tu n'as pas parlé de dissocier, tu as dit plutôt que tu étais unifié d'ailleurs. Tu as dit que tu étais plutôt à avoir essayé d'être schizophrène. Je crois que c'est ça que tu avais dit précisément. Oui. Et donc je me suis dit, parce que j'ai souvent entendu, puis moi je peux le dire aussi, hein, qu'il y avait comme différentes personnes à l'intérieur. Pour toi, il y a une seule couleur en toi? Il n'y a pas plusieurs toi? Non, j'ai vraiment un sentiment d'unité interne, vraiment très fort, et que par l'imagination, j'ai pu naviguer en me dissociant pour le bien de mon livre. Ça m'a beaucoup amusé, que je me suis vraiment régalée à l'écrire comme ça, mais je me sens pas du tout plusieurs personnes, non. Je me trouve très unifiée et encore plus grâce à mes 2 tranches d'analyse et au repérage de ma surdouance. Ça a fait un lien, justement, qui est très fort. Tu nous as dit aussi qu'il y avait d'un côté la nostalgie, une sorte d'embaumement psychique, et de l'autre, tu avais plutôt quelque chose qui serait de l'ordre du traumatisme. Alors que je reprenne un peu mes notes, voilà, tu faisais une différence entre nostalgie et mélancolie. Oui, La nostalgie, tu le définissais plus comme un embaumement psychique. Tu avais évoqué que c'était un plus que pouvait ressentir le haut potentiel. Et tu évoquais aussi une fille unique. Je me suis demandé d'ailleurs si toi-même tu es fille unique ou tu as des frères et sœurs? j'ai des frères et sœurs. Non, je suis pas Tu as des fille. frères et sœurs. Comme tu disais qu'il y avait 80% quand même qui étaient en rapport avec ton histoire. Et tu disais que la mélancolie, là, c'était plutôt une source inconnue. Ça pouvait être lié justement au traumatisme de ce qui était non advenu et qu'il était difficile de faire un deuil, évidemment, de quelque chose qui n'était pas présent. Et je me suis demandé, alors là, c'est évidemment par rapport à mon histoire, est-ce que ce deuil du non advenu peut ne pas quand même arriver à un moment donné en regardant que finalement, en dehors de la famille, en dehors de son propre cercle familial, ça existe, simplement on ne l'a pas Oui, rencontré. Est-ce que c'est un moyen de pouvoir enfin faire le deuil de ce non advenu? tout à fait. C'est une très bonne remarque. Je crois que c'est justement en s'apercevant que les autres ont une maman aimante, les autres ont un papa affectueux, qu'on réalise qu'on l'a pas eu, et qu'à ce moment-là, il y a un travail à faire pour eh bien créer en soi ce parent, ce bon parent qu'on n'a pas eu, ou le trouver chez son thérapeute. C'est-à-dire réparer avec un autre dont c'est le métier et avec soi, réparer ces choses qui sont pas advenues, c'est-à-dire les rendre visibles et à ce moment-là trouver les moyens pour justement faire ce travail de deuil, pouvoir finir ce deuil, puisqu'on a repéré ce qui manquait. Là, tu évoques le rôle justement des parents, ta vision du rôle des parents, c'est-à-dire de contenir
de contenir éventuellement les émotions. Et du coup, je suppose l'idée, c'est pas de formater, mais bien de contenir. Tu nous as parlé de Winnicott, qui a développé des choses en termes de théorie par rapport à ça. Et j'en reviens à l'importance de quelqu'un d'autre, qui était Issa Padovani, qui nous disait toute l'importance de rencontrer, alors peut-être pas uniquement à l'enfance, mais peut-être même après dans la vie d'adulte, de rencontrer des grands, des gens inspirants, et des gens qui ont sans doute une cohérence et qui vont nous réconcilier justement vers le fait de pouvoir enfin s'appuyer vers quelqu'un, enfin se laisser quelque part guider par son expérience, plus que guider par ses théories, par son expérience, être inspirant. Est-ce que ça a rapport à ce que tu voulais évoquer? Oui, je pense que c'est ce que Cyrulnik appelle les tuteurs de résilience, c'est-à-dire ces personnes-là qui, réelles enfin, je veux dire qu'on rencontre réellement ou qu'on rencontre à travers des livres ou des philosophies, etc., qui aident à réparer et à rebondir de façon saine. Oui. Tu nous as parlé du rapport à la mort chez le haut potentiel. Et je me disais, du coup, ça voudrait potentiellement dire, puisque c'est pas des sujets que l'on va parfois retrouver chez les neurotypiques, est-ce que ça voudrait dire qu'il y a une sorte de déni, presque un consensus au niveau de la société neurotypique, de ne surtout pas évoquer ce genre de thématique, alors que le HP, lui, il a envie justement d'avoir des informations là-dessus? Tout à fait. Ce que je disais tout à l'heure, je disais, mais on peut se questionner, nous les hauts potentiels, on peut se questionner sur mais est-ce qu'ils ont un plan B qu'on ignorerait parce que ou une autre planète sur laquelle ils savent qu'ils vont aller vivre après parce que il y a une volonté commune de surtout pas en parler. Il y a une alliance inconsciente sur ce phénomène-là. La mort n'existe pas. On le voit d'ailleurs avec la volonté de faire des enterrements joyeux ou la volonté de nier la vieillesse, la mort. Enfin, c'est de plus en plus fréquent, quoi. Absolument. Cette sorte de course à l'immortalité, que ça soit finalement physique ou que ça soit de l'esprit. Oui. C'est quelque chose que, justement, quand on se met un peu en arrière, alors ce que tu as évoqué aussi, c'est cette notion d'ennui, justement. Où à un moment donné, en tant qu'au potentiel, l'ennui peut amener à se mettre un peu en arrière, à regarder comment ça se passe, et justement avoir cette société qui peut faire le déni de la mort et essayer de trouver des solutions en s'intégrant peut-être dans un ordinateur pour se dire c'est bon, je vais pouvoir être immortel, j'ai encore du temps devant moi. Tu as évoqué aussi le conflit de loyauté avec les parents, le moment où parfois certains parents contribuent à faire en sorte que l'enfant devient le parent du parent. Et donc ça crée un conflit de loyauté. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus? Oui, le conflit de loyauté, il commence juste avant la parentification, c'est-à-dire au moment où l'enfant réalise que ses parents sont pas à la hauteur, qu'il raisonne mieux qu'eux, qu'il comprend mieux qu'eux, et que les parents sont démunis et sont pas capables de l'éduquer. Et là, il y a un grand vide désespéré et désespérant. Et la seule solution que l'enfant au potentiel intellectuel a trouvé et qui est la bonne solution, ça va être d'être dans une attitude parentale et qu'il va protéger ses parents, qu'il va essayer de faire en sorte que son comportement et ses propos ne les bouleversent pas. Alors, la bonne nouvelle peut-être que l'on a entendue dans ce que tu nous as dit, c'est que le travail sur soi pouvait avoir une fin. Tu as parlé d'avoir enlevé les gros rochers, d'avoir enlevé les grosses montagnes, j'allais dire d'avoir ouvert tout court les gros dossiers. Et je me disais, dans ce que tu dis là, pour réinterpréter ce que tu disais ou paraphraser, ça voudrait dire qu'on aurait fait le lien, qu'on aurait trouvé du sens par rapport à ce qui nous est arrivé et là où on en est aujourd'hui. Est-ce que c'est ça finalement qui peut indiquer qu'on est en train de terminer ce cycle de travail sur soi? Ouais, je pense que la métaphore que je cite en conclusion de mon livre résume ça, c'est-à-dire le kintsugi. Le kintsugi, c'est un art traditionnel japonais qui faisait que on réparait les vases précieux ou les porcelaines précieuses, on les réparait avec de la colle teintée de poudre dorée, de façon à ce que toutes les brisures deviennent visibles et belles. Et je crois que c'est vraiment ça pour moi, un travail psychanalytique réussi et terminé,
c'est que tout d'un coup, toutes nos cicatrices, on est en paix avec elles, on est content de les porter, et puis on réalise que finalement, ça nous a rendus plus forts. Hein. C'est Nietzsche qui disait ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ça nous a rendus plus forts, mais pas supérieurs. Hein, que les choses soient claires et pas figées. C'est-à-dire, contrairement aux porcelaines, nous, on est des humains, on a des cicatrices qui sont peut-être jolies maintenant, mais on continue à bouger et on sait qu'on a en nous les outils pour faire face et continuer à progresser. Je trouve que c'est une très belle conclusion et je te propose d'arrêter cet entretien sur cette jolie perspective. Je te remercie beaucoup, Hélène, pour le temps que tu nous as consacré. Merci beaucoup, Gaëtan, et merci Mathieu. C'était vraiment très agréable. Merci beaucoup Hélène pour ta confiance et pour cet échange sincère, riche, humain et spontané. Les liens pour accéder à tes livres et à ton travail sont disponibles sous cette vidéo. J'aimerais également remercier Gaëtan pour son aide précieuse, son soutien indéfectible et son esprit de synthèse. Et enfin, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à réagir dans les commentaires, à t'abonner bien entendu et n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!